Bonjour et bienvenue à cette présentation spéciale de Revenu Québec dans le cadre de l'événement international Tax Co-op. Dans les prochaines minutes, vous aurez le plaisir d'entendre et de découvrir la vision d'avenir de leaders en administration fiscale de France, de Belgique, d'Autriche, d'Irlande et bien sûr du Canada et du Québec. Leurs propos ont été recueillis dans les derniers jours à l'occasion d'entrevues individuelles que j'ai eu le plaisir de mener avec chacun d'entre eux. Je m'appelle Karina Lehoux et je vous accompagnerai tout au long de cette présentation qui, nous l'espérons, saura insuffler un vent de confiance dans vos réflexions et ou vos contributions à l'évolution de l'administration fiscale et donc sur les services offerts aux citoyens dans votre juridiction. D'abord, un mot du ministre des Finances du Québec, M. Éric Girard, présenté par le président directeur général de Revenu Québec, M. Carl Gauthier. Distingués invités, bonjour. C'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui à Tax Co-op 2020. Je suis heureux et fier que Revenu Québec soit partenaire de cet événement international qui se tient exceptionnellement de façon virtuelle cette année. Notre présence aujourd'hui en dit long sur notre capacité d'adaptation. Nous sommes au milieu d'une crise mondiale. Et malgré tout, nous continuons de remplir notre mission. Nous continuons de réfléchir pour améliorer nos façons de faire. Et nous le faisons en télétravail. En fait, l'organisation même de cet événement est un tour de force. Je tiens à féliciter Mesdames Brigitte Alpin, Lynne Latulippe et Louise Otis, qui ont carrément réussi à réinventer l'événement Tax Co-op 2020 en pleine période de pandémie. Revenu Québec est fier de contribuer au financement et à la programmation de cet événement. Plusieurs de nos employés ont travaillé fort pour préparer les échanges de ce matin sous le thème de l'administration de l'impôt au 21e siècle. Notre participation à Tax Co-op 2020 témoigne du profond engagement de Revenu Québec envers la population. Nous cherchons constamment à nous remettre en question, à améliorer nos pratiques et à être justes pour tous. Cet esprit nous animait aussi l'an dernier quand nous avons organisé le colloque de l'économie numérique et des administrations fiscales, le CENAF. Plus de 30 experts d'une dizaine de pays sont venus partager leurs connaissances. De ce nombre, plusieurs ont accepté de participer à la séance plénière à laquelle vous allez assister aujourd'hui. Dans les prochaines minutes, vous allez visionner des capsules qui mettent en vedette ces sommités mondiales de la fiscalité. Vous allez entendre parler de numérisation de l'économie, d'amélioration des services aux citoyens, de contrôle fiscal, de leadership en innovation et de collaboration internationale. Merci à tous les conférenciers qui participent à cette initiative de Revenu Québec. Et merci à vous tous d'être présents avec nous aujourd'hui et pour les prochains jours. Avant de commencer, je cède la parole au ministre des Finances du Québec, M. Éric Girard. Monsieur le ministre, bienvenue à Tax Co-op 2020. Bonjour à tous, distingués invités. C'est un plaisir de participer à Tax Co-op 2020 en votre compagnie. La pandémie de la COVID-19 nous rappelle que les États ont besoin de ressources importantes pour assurer des services publics de qualité en période de crise. Nous devons soutenir les personnes qui perdent leur emploi et les entreprises fragilisées par la pandémie, tout en travaillant à des mesures pour favoriser la relance de l'économie. Nous devons le faire tout en soutenant le réseau de la santé qui subit une pression importante. Il est donc important que le gouvernement soit présent et nous le sommes depuis mars dernier. Au même moment, l'économie se transforme comme jamais auparavant. Les plateformes des divers services en ligne, autant au niveau des ventes que du streaming, ont vu leur utilisation bondir lors de la première vague. Les restaurants et les commerces de détail se sont tournés rapidement vers Internet afin de rejoindre leur clientèle malgré les fermetures. Les achats en ligne d'entreprises étrangères étaient déjà un enjeu pour les administrations fiscales avant la pandémie. La crise a accéléré cette tendance. Pour les administrations fiscales qui veillent à ce que chaque contribuable paie sa juste part, c'est un défi important et je suis heureux de vous dire que le Québec travaille fort pour le relever.
C'est une question d'équité pour les citoyens et les entreprises qui s'acquittent de leurs obligations fiscales. Les entreprises du Québec prélèvent les taxes, celles du monde doivent le faire aussi. D'ailleurs, le mot d'ordre de Revenu Québec, c'est « juste pour tous ». En 2017, le gouvernement du Québec a mis en place un plan d'action pour assurer l'équité fiscale. L'objectif était d'assurer la pleine récupération par le Québec des revenus fiscaux qui lui sont dus et que toutes les entreprises soient sur le même niveau fiscal. Revenu Québec, en collaboration avec le ministère des Finances, a joué un rôle clé dans la mise en œuvre de ce plan. Il s'est engagé dans une lutte sans précédent contre les planifications fiscales abusives et le recours aux paradis fiscaux. Revenu Québec a créé un groupe d'intervention spécialisé en planification fiscale internationale. Aujourd'hui, plus de 150 employés de l'organisation travaillent à temps plein pour lutter contre les stratagèmes de planification fiscale abusive. De plus, Revenu Québec a resserré sa coopération avec l'Agence de revenus du Canada. Les résultats sont impressionnants. Seulement en 2019-2020, Revenu Québec a récupéré près de 200 millions de dollars canadiens auprès de particuliers et d'entreprises qui utilisaient des stratagèmes de planification abusive pour payer moins d'impôts. En ajoutant les résultats du programme de divulgation volontaire, nous arrivons à plus de 400 millions de dollars canadiens qui ont été récupérés dans la dernière année. De plus, Revenu Québec a mis en place un service d'inscription au fichier de la taxe de vente du Québec destiné aux entreprises étrangères situées à l'extérieur du Canada qui vendent des biens incorporels ou des services aux Québécois. Depuis le 1er janvier 2019, ces entreprises doivent ainsi obligatoirement être inscrites au fichier de la taxe de vente du Québec afin de percevoir la taxe de vente et la remettre par la suite à Revenu Québec. Je tiens à souligner que Revenu Québec a été la première administration fiscale canadienne à conclure des ententes avec des acteurs internationaux importants de l'économie numérique et que la mise en place de son service d'inscription n'a nécessité que 9 mois, contrairement à plusieurs années dans d'autres juridictions du monde. Revenu Québec et le ministère des Finances sont à l'avant-garde de la réflexion sur les nouveaux défis des administrations fiscales. L'année dernière, Revenu Québec est devenu membre associé du Cercle de réflexion et d'échange des dirigeants des administrations fiscales. Cette association regroupe une trentaine d'administrations fiscales francophones. L'adhésion au CREDAF permet à Revenu Québec de bénéficier de l'expertise des pays membres et de partager la sienne. C'est important de le noter. Revenu Québec est la première administration fiscale d'un gouvernement infranational à obtenir ce statut. C'est une grande marque de reconnaissance de son expertise et nous remercions l'Agence du revenu du Canada qui a supporté cette demande ainsi que tous les pays membres du CREDAF. Je l'ai mentionné un peu plus tôt, le numérique présente un défi de taille pour toutes les organisations fiscales. Mais c'est aussi une opportunité formidable d'améliorer notre offre de services. Le gouvernement du Québec s'est aussi engagé dans la numérisation. En juin 2019, nous avons lancé la stratégie de transformation numérique gouvernementale 2019-2023. Le but de cette stratégie est de mettre sur pied une administration publique innovante, efficiente et transparente. Nous voulons offrir des services publics en ligne plus accessibles, plus rapides, plus intuitifs et plus sécuritaires. Pour sa part, Revenu Québec a déjà fait des services en ligne le canal privilégié pour interagir avec la clientèle et lui simplifier la vie. Dans le cadre de son nouveau plan stratégique, il vise à augmenter l'utilisation de ces services encore davantage. Depuis mars dernier, moment où le Québec a dû confiner son économie afin de lutter contre l'arrivée de la COVID-19, Revenu Québec a posé de nombreux gestes pour faciliter la vie des Québécois, les aider à faire face à la crise, tout en ne mettant pas à risque leur santé. Le ministère des Finances et Revenu Québec travaillent ensemble pour simplifier les gestes que les citoyens doivent poser pour remplir leurs obligations fiscales. À terme, on estime qu'1 million de contribuables vont profiter de cette mesure de simplification. Revenu Québec
et le ministère des Finances ont aussi déployé de nombreux allègements administratifs et fiscaux depuis mars, notamment en laissant temporairement les prélevés de taxes de vente du Québec aux entreprises, en reportant le dépôt des acomptes provisionnels et la déclaration d'impôts et en administrant le programme incitatif de rétention des travailleurs essentiels. Revenu Québec a été à l'avant-scène des mesures de soutien du gouvernement du Québec. Comme vous le voyez, en matière de fiscalité, le Québec a développé une solide culture d'innovation qui se reflète à plusieurs niveaux. Cela ne date pas d'hier. Il y a une dizaine d'années, nous avons utilisé une nouvelle technologie pour lutter contre l'évasion fiscale dans l'industrie de la restauration. Aujourd'hui, chaque restaurant et chaque bar doit utiliser un module d'enregistrement des ventes. L'implantation des modules d'enregistrement des ventes dans les restaurants et les bars a été un tel succès que nous introduisons un programme semblable dans le transport rémunéré des personnes, cette fois en info nuagique, afin d'assurer une saine concurrence entre ces entreprises, peu importe la plateforme ou le service utilisé. Au dernier budget, des mesures additionnelles ont également été mises en place pour renforcer la lutte contre l'évasion fiscale et le travail au noir dans le secteur de la construction, afin de faciliter le respect des obligations fiscales par les contribuables. Les défis de l'économie numérique sont importants, mais les opportunités qu'elle offre aux entreprises sont plus importantes. C'est à nos instances de s'assurer d'être à l'avant-garde de cette nouvelle réalité, en évolution constante pour s'assurer que tous paient leur juste part. Nous développons des approches originales pour encourager la conformité fiscale volontaire. Nous avons adapté nos pratiques à l'économie collaborative et à l'émergence des crypto-monnaies. En somme, nous sommes à l'avant-garde et nous espérons que les discussions d'aujourd'hui vont nous aider à aller encore plus loin. Merci et bonne journée à tous. Merci au ministre des Finances du Québec, M. Éric Girard, qui était précédé du président-directeur général de Revenu Québec, M. Carl Gauthier. Les dernières décennies se sont illustrées par des transformations sans précédent pour les administrations fiscales, alors qu'on observe des changements fondamentaux sur la façon dont l'impôt est administré dans une économie où le rythme de changement, il s'accélère. Alors, quelle est votre vision sur les grandes tendances actuelles et émergentes, celles auxquelles les administrations fiscales doivent faire face au 21e siècle? C'est la question que nous avons posée à des experts mondiaux provenant d'administrations fiscales, également du domaine universitaire et d'entreprises privées. Aujourd'hui, nous vous présentons en primeur les moments forts de ces échanges en compagnie, oui, d'experts, mais aussi de leaders généreux, engagés et qui, malgré les nombreux défis devant, ils ont confiance en l'avenir. Et avant de se tourner vers le 21e siècle, pour lequel il reste tout de même un bon 80 ans, je vous propose un retour en arrière, le temps d'apprécier à quel point les administrations fiscales se sont transformées dans les dernières décennies. Monsieur Jacquige, vous avez une feuille de route impressionnante, une carrière impressionnante ayant passé plus de 30 ans dans l'administration fiscale belge. Pouvez-vous nous dire, en quelques mots, de quelle façon l'administration fiscale a évolué au fil de votre carrière? Alors, on pourrait parler très longtemps de l'évolution de l'administration pendant ces quelques années, ces 20 dernières années, mais les grandes évolutions se sont faites au niveau de la nouvelle manière de voir notre client, c'est-à-dire c'est la révolution copernicienne. Nous avions avant une administration qui était centralisée et les clients tournaient autour. Nous ne faisions pas beaucoup attention et nous avons maintenant une administration qui est tournée client et c'est le client qui a des droits, des obligations bien sûr et c'est l'administration qui est à son service. Effectivement, référer à une révolution copernicienne pour décrire tous les changements qu'ont connus les administrations fiscales dans les dernières décennies, c'est très à propos. Un autre grand changement auquel les administrations fiscales font face depuis plus d'une décennie, c'est la transformation numérique de l'économie et de la société. Les administrations fiscales doivent, elles aussi, s'adapter à ce vent de changement qui est majeur. Et puisque les experts interviewés proviennent d'un peu partout à travers le monde, nous leur avons demandé comment cette numérisation de l'économie s'est manifestée dans leur pays et quel impact ça a eu sur l'administration de l'impôt.
quelle est la manifestation principale de la numérisation de l'économie. C'est quelque chose qui est partagé quand même entre pas mal de pays. On retrouve des points saillants, c'est-à-dire notamment la croissance exponentielle du commerce électronique, avec une accélération très forte de la diffusion de biens et de services avec une accessibilité immédiate. La progression de la vente de biens immatériels, notamment par le biais de la diffusion sur Internet, et puis aussi une évolution du modèle économique des entreprises, notamment grâce aux ventes qui sont faites à travers des plateformes, une gestion différenciée des stocks, et puis aussi une croissance de l'économie collaborative. Alors je pense à Airbnb, je pense à Blablacar, toutes ces solutions technologiques qui font que chacun devient consommateur, mais aussi quelquefois vendeur de biens ou de services. On retrouve aussi, à travers les différents pays, on retrouve la dématérialisation des échanges, notamment la dématérialisation de tout ce qui a trait à la facturation, aux bons de commande, à la tenue de la comptabilité, qui fait qu'effectivement, on retrouve un impact assez fort sur l'administration de l'impôt. Les administrations fiscales, en face de ça, elles ont la nécessité de faire un certain nombre de choses, notamment de s'adapter à ces évolutions. Il faut identifier les contribuables, les nouveaux contribuables. Il faut aussi essayer de qualifier leur activité. Il faut essayer d'établir l'impôt et notamment, et c'est un sujet qui est très très important, il faut essayer de localiser les bénéfices. Et puis, il faut aussi essayer de s'adapter à la dématérialisation totale des choses. Un vérificateur des impôts, par exemple, qui hier vérifiait la comptabilité papier d'une entreprise, les factures, les bons de commande, doit s'adapter à cette dématérialisation totale, ce qui nécessite pour lui un saut technologique assez important. So my role is one that's global. It expands across the world. So we're looking at the impact of digitalization from a global point of view for tax agencies. There are a number of very significant impacts, some internal and some external. The internal impacts would be new technologies like natural language processing, which is enabling a very different way of interfacing with taxpayers, where you can automate things that might previously have been done in a telephone call with virtual digital agents, or move away from form-based processing to more natural forms of interaction with the taxpayer. That's a powerful language and a powerful change in terms of the experience of the taxpayers. We're also seeing the adoption of data-driven personalization of the experience. So instead of asking the taxpayer to address something in very general terms, we can ask the taxpayer to address something in much more personal terms because we have the data to actually harbor exactly what is the best way to interact with the taxpayer. And obviously broader technologies such as cloud also have an impact here. As you see, the increased opportunity for tax agencies to take up software as a service offerings from various players in the marketplace to enable them to stay current in the way in which they engage with their taxpayers, and the capabilities they have internally as well to interact and collaborate among themselves, especially in this time of remote working, where that electronic form of collaboration is very important. From an external perspective, you're seeing, I suppose, a couple of pretty insignificant changes. One would be the digitalization of the economy, and we're seeing this very much coming out in the acceleration of digital as a result of the pandemic. We can see in the stock market the increased value of those more digital companies as more and more work goes down that way, and that has implications for tax agencies. The implications are quite significant because those companies are typically paying less in terms of tax on their profits than the traditional bricks and mortars company. So there's a certain rebalancing required at some stage to address the increased digitalization and the need to think differently about how taxation might operate so that that part of the world is afforded the same level of taxation as perhaps the more traditional parts of the economy. And then you have another very significant change, which is around payments and how payments happen. And we're seeing significant changes in the infrastructure for payments happening in many countries, where the standards being used for payments now allow for much more data to be loaded into a payment, including things like invoices. New capabilities are being put in place to enable banks, enable
their clients interact with various companies they want to pay with through the bank. And indeed, the whole advent of real-time payments and real-time interaction presents a very profound opportunity for tax agencies to change the basis of taxation from one that's real-time to one that is, from one that is not real-time to one that becomes real-time. Au niveau de la numérisation de l'économie canadienne, les organisations réagissent fréquemment, surtout au niveau du gouvernement, parce que le pace et le rythme du changement est vraiment phénoménal. Alors nous, on essaie à un certain niveau de s'adapter et encadrer les entreprises et changer nos manières de procéder pour mieux promouvoir une observation volontaire. Alors, au niveau de la service, il y a beaucoup d'opportunités qui s'offrent. Nous voyons aussi beaucoup d'opportunités au niveau de l'observation, mais penser en ces termes traditionnels, quand on fait face à l'économie numérique, peut être une piège. Alors, moi, je pense beaucoup à quels sont les facteurs qui sont vraiment différents. Et je dirais une certaine transparence, que les données bougent librement et aussi au niveau du rythme. Et je pense vraiment, au-delà de tous les détails, c'est vraiment de comprendre que l'économie numérique bouge à un rythme très, très accéléré. Et dans un deuxième temps, les données sont partagées beaucoup plus librement. Et ensuite, se questionner comment nous adaptons à cette réalité au lieu d'essayer de forcer la réalité à conformer à nos vieilles manières. Mais au niveau, ici au Canada, et notre expérience avec l'économie numérique, on peut parler beaucoup des crypto-monnaies et les différentes manières à procéder. Et nous avons passé plusieurs stages au Canada. Je pense que la première, c'était presque une peur. C'est nouveau, on ne comprend pas. Est-ce qu'on va se faire prendre? On a pensé beaucoup côté observation. Est-ce que ces crypto-monnaies facilitaient un certain évitement fiscal? Beaucoup de peur et de réaction au niveau du négatif. Mais à la lueur d'une meilleure information, nous avons compris que ces crypto-monnaies pourraient servir au niveau de services, que ces méthodes d'échanger pourraient permettre les citoyens à peut-être conformer plus facilement. Et au moment qu'on se parle, on met beaucoup plus d'emphase au niveau de comment que les crypto-monnaies pourraient faciliter une observation volontaire que d'une préoccupation ou une réaction de peur au niveau de l'inobservation. Alors, l'impact, bien sûr, l'impact a été une opportunité extraordinaire. La technologie et l'évolution sociétale nous ont permis d'avoir les moyens, ce sont des opportunités pour améliorer nos services, améliorer nos e-services, notre portail unique, etc. Et bien sûr, l'impact interne, c'est l'évolution excessivement rapide de l'évolution technologique qui nous a demandé et qui demande toujours une énorme flexibilité, non seulement au niveau de nos projets, mais aussi au niveau de notre personnel, pour finalement que ceux-ci puissent s'adapter et s'adapter en permanence à cette évolution de la technologie. Un autre défi également qu'on vit aujourd'hui, en fait, c'est un des plus vieux défis de l'informatique. C'est la mise en place d'une identité numérique pour être en mesure d'avoir une certitude de qui est derrière l'écran. Lorsqu'on veut offrir des services à distance, des services qui sont forts, il faut s'assurer d'avoir des mesures pour contrôler la personne qui est derrière l'écran. Donc, l'identité numérique, c'est la pierre angulaire d'un potentiel nouveau gouvernement qui va avoir différents services innovants. Et ça, c'est un enjeu qui est fondamental, qui doit être solutionné. Un autre enjeu également qui est important par rapport à mon domaine, au niveau des registres collaboratifs, en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que initialement, si on réfléchit comme aujourd'hui,
principalement les endroits de stockage, c'est des bases de données qui sont des silos de données. Donc, prenons ça comme exemple. Donc, c'est un silo qui est géré par une entité. Dans le monde où on va avoir des registres collaboratifs, donc un registre qui est un silo de données, mais transversal, qui inclut plusieurs entités qui vont venir écrire et lire dans ces registres-là. Par exemple, dans le cas de l'identité numérique ou dans le cas de différents autres registres, peut-être pour des attestations de paie ou des factures ou des registres qui sont vraiment transversales au sein de l'écosystème québécois, par exemple. Mais il faut s'assurer de bien les gouverner, ces registres-là. Donc, tantôt, on parlait que ça peut être difficile d'avoir un silo, avoir une organisation avec plusieurs gestionnaires, plusieurs chefs qui vont prendre les décisions. Donc, imaginez lorsqu'on doit mettre en place une gouvernance collaborative au sein de ces registres-là. Donc, ça devient assez ardu comme processus pour arrimer tous ces gestionnaires-là, tous ces gens qui vont gouverner d'une approche technologique ces registres-là. Donc, c'est la montée en compétence de tous ces gestionnaires-là, c'est de s'entendre sur les bons processus et définir, en fait, tout ce qui a trait à la cybersécurité et tout là, pour l'ensemble du registre. For sure, all kinds of machine learning and big data analysis can help us. And I also think that many tax administrations still need to do some more work here. We have some, for example, in Europe, the tax administration in Estonia is really advanced concerning all kinds of digital technologies concerning tax collection. But Estonia in general, it's a population, they love the digital life. I have the feeling sometimes they want to become digital themselves. So it's a very high acceptance in the society to also just interact in these digital ways. And the computer says, do you accept this tax return? Yes. And for an Estonian, this is something good. Whereas in Austria, people would like to see in more detail what you actually did. The trust towards technologies is not that high. So depending on that, it also it differentiates how much technology you can use when interacting with the citizens. But nonetheless, on the tax administration side, we definitely can use and utilize much more all of these new nice technologies to analyze data. And we even could combine these new methods of analyzing data with, for example, experimental methods. So, for example, you have a setup, your website where people interact with you, and if you nicely connect this with new analyzing methods, then you can change little things and immediately see the impact, what's happening if you change these little things. And based on that, based on this trial and error process, we can constantly advance our interaction with the taxpayers, and we constantly can much more meet the needs of our customers in the end, or I would even say our partners. So I think these new technologies matched with traditional experimental methods, I think Google is doing this anyways, but we at the administration side also should do this. We should constantly advance our processes, our interaction. And so I think there are many new opportunities. On a beaucoup de technologies qui sont prometteuses. On a toutes ce qui a été rendu possible en termes d'analyse des données avec le data mining et tous les logiciels de gestion des données. On a aussi ce qui vient tout doucement, ce qu'on appelle les chatbots et l'intelligence artificielle. On a déjà mis en place tout un système avec des caisses enregistreuses. Mais la vraie question, à mon avis, ce n'est pas la technologie en elle-même. Les technologies évoluent. C'est ce que permettent les technologies. La technologie, est-ce que le blockchain est la technologie de demain? Peut-être que oui, peut-être que non. Ce qui est sûr, c'est que demain, le contrôle fiscal ou la fiscalité va se faire autrement parce que les technologies disponibles vont changer les habitudes aussi bien des fonctionnaires que des citoyens. Ou à l'inverse, aussi bien des citoyens que des fonctionnaires.
À travers le discours des experts, on entend que cette transformation numérique offre des opportunités, mais ça amène aussi des défis et des enjeux qui, on peut l'imaginer, sont là pour rester. Alors, quels sont donc les principaux enjeux et défis de l'environnement externe et interne auxquels les administrations fiscales devront faire face dans les prochaines décennies? Pour moi, les principaux enjeux et défis auxquels feront face à l'administration, le premier est la simplicité. Il doit être simple de s'enregistrer, remplir une déclaration et payer l'impôt dû. On parle beaucoup de technologie et ce qui est intéressant, c'est que moi, ce que je vois en termes de technologie, c'est ce que la personne va avoir devant elle. Donc, le site Internet, il peut y avoir une technologie très développée derrière, mais on doit pouvoir s'enregistrer de manière simple, remplir sa déclaration de manière simple. Ça inclut pouvoir se loguer simplement et ensuite payer l'impôt dû d'une manière simple. Ce que j'aime bien, par exemple, au Québec, quand le Québec a introduit l'équivalent de la TVA sur les services électroniques des vendeurs étrangers, il est possible de payer en dollars ou en euros. Et ça, c'est une simplification qui est généralement très appréciée des assujettis et notamment ceux étrangers. Ensuite, le deuxième élément clé, c'est la communication. Développer la communication avec les assujettis concernant les changements de règles, mais aussi pouvoir répondre à leurs questions rapidement et de manière diligente. Et quand on développe cette communication, une relation de confiance s'installe et les assujettis deviennent plus compliant. Le troisième est aussi lié à cette relation de confiance et c'est un sujet qui revient constamment, c'est la sécurité des données. Les données demandées pour s'enregistrer, compléter une déclaration ou pour un audit devraient être limitées au nécessaire, au strict nécessaire pour que les autorités fiscales puissent avoir un système pour auditer, pour le besoin des autorités fiscales, mais aussi les autorités fiscales doivent assurer qu'ils ont un système en place pour un transfert des données sécurisées et qu'il n'y ait aucun risque dans tout ce qui est données personnelles. Que les questions auxquelles je fais face aujourd'hui, c'est les implications des règles autour des données personnelles concernant celles du nécessaire au contrôle de l'impôt et à payer l'impôt. Le quatrième point, c'est la flexibilité. Les autorités fiscales doivent s'adapter aux besoins des assujettis. Donc, il y a un exemple que je viens de soulever, par exemple, la possibilité de payer en monnaie étrangère. Même pour ce système de paiement aussi, il est important de pouvoir faire des paiements à l'international. Il est important de pouvoir juste vérifier que le paiement a eu lieu, mais que la déclaration a été envoyée et qu'en cas de léger retard, si ça peut être justifié d'une manière raisonnable, il n'y ait pas systématiquement des pénalités élevées. Donc, vraiment qu'il y ait une relation de confiance et que les autorités fiscales travaillent main dans les mains avec les assujettis. C'est un peu la vision que je vois et les enjeux auxquels devraient faire face les autorités fiscales sur les prochaines années. So there are many challenges facing tax agencies around the globe today. We touched on some of them in the previous answers around the different bases of taxation as the economy becomes more digital. I suppose that question of service in a more digital world is also a big challenge. How do we service the taxpayers of the world where they expect that service to be digital? They expect the interaction to be digital. They expect the interaction to be real time. They expect the interaction to be one where they understand straight away what the impact of their interaction might be. We're moving from a world where you could respond in a week or 2 weeks or a couple of days to one where the response is expected to be instant. And that is the expectation that people will have. And that is the bar that agencies need to set in order to deliver on the expectations of their taxpayer base. As a result of that, you're also seeing an increase in the complexity of the ecosystems they're dealing with. So maybe traditionally tax agencies dealt with employers and maybe banks and got information in a certain way from employers and banks to enable them to operate. But now they're dealing with a much more sophisticated infrastructure from an ecosystem perspective, which is more real-time and much broader. You've totally new payment providers. You have various cloud-based softwares that support small business.
You have employers which now expect to interact in real time with the tax agency with regard to employment withholdings. There's interactions with the various digital platform companies and the withholdings they might have to do on their gig economy in employees or gig economy workers. All of that ecosystem needs to be built and to work and to be secure and to be in real time. That's difficult, and that's the challenge that's ahead of the agencies going forward. You will also see, I think, a continuing increase in the complexity of taxation, although there's lots of talk about making tax simple. The reality is that the world has become more complex, and legislators are likely to actually increase the dynamics of taxation so that it touches more parts of the economy and touches in a more international way than was there previously. So a very different level of complexity will be applying to the system that the tax agencies are trying to administer. That's going to change the way they think about enforcement, about services. From an enforcement perspective, there's also going to be changes. The digitalization of the economy does create new challenges for tax agencies. There is a more international dimension to commerce, and not just with large multinational organizations, but also with smaller entities. They can deal very directly with taxpayers in lots of countries. They can deal in a virtual world where no physical goods move, and yet they provide services. And the question for tax agencies everywhere is, how is my tax base going to shift as a result of this digital economy? And how do I understand what's going on in that digital economy so I can actually tax it? What falls into my domain? What's out of my domain of administration? And how do I cooperate with all of the various other countries in order to securely deal with the risks around the tax base that is presented by the digitalization of work? That enforcement process is complex. There are competing interests across different countries, and yet there also is an overarching requirement to actually make tax work, because all countries need the preservation of the tax base in order to sustain their economies. From a trust perspective, there's also a challenge. We are seeing increasingly in the world discussion around fairness and an inequity between those who are perhaps wealthier and those who are less wealthy. And we're seeing this expressed in terms of large companies and small companies, or individuals, in terms of wealthy individuals or high net worth individuals, and the ordinary worker. And there's a real perception that it's not fair at the moment, that it's not working out well. And that is a concern for tax agencies, because if people don't feel the system is fair, they are more likely to be non-compliant. So picking up on that theme and trying to address it is important. It's obviously not their role to write tax legislation, but it is their role to present the way in which the system works in the best way possible, and to advise on how to address anomalies that may indeed be arising in the system. We're also reliant on trust around data for the new ecosystems to work. It's a very important component of the kind of exchange that's going to be in place with taxpayers, that says, if you share your data with me through your ecosystem, I, the tax agency, can give you much more certainty around your tax position as a business or as a taxpayer. Involved in trust then is the securing of that data, both in terms of cybersecurity and in terms of generally ensuring that that data is actually treated fairly within the tax administration process. So that concept of fairness comes back again and is especially important in the digital world. And on the long-term perspective, well, I think we have to work to get more money from the wealthy and from really large corporations. That's a very, very big issue. That we lose so much money to Google and Amazon, but also to rich individuals who legally can just avoid most of the money that normally should be paid, I would say. And for this, we have to find a solution, because the problems, the corona pandemic, but also all the other things, we have big problems concerning our climate.
We have big problems concerning migration, and we need the money urgently. So the question is, where can we get it from? And I think this discussion will come up shortly after the pandemic. Now our countries just spend money, but when this phase is over, we have to talk where do the money will come from now. And then we also have to involve the wealthy somehow, the one way or the other. My approach is that we cannot, they are rich and they have many opportunities. And so we shouldn't, I think we need somehow force, of course, but I also think we should apply much more nuanced and better ways to motivate them to join our societal forces to fight all of these problems. And there, I think we should really put much more focus on. Of course, this is a political issue as well, but maybe also tax administrations can do things to motivate the wealthy to become again a contributor to our budgets. And I think this is really essential because some people, we have segments in the population, I mean, it's not new. If you look at the history, there were only exceptions, but most of the time the wealthy didn't pay much. It's not really new, but nonetheless, we live in advanced democracies and maybe we now can also get much more money from the wealthy than maybe in the Middle Ages. So we should at least try and we should motivate them and we should see them as partners and together we can solve our problems. Not fight against them, but try to make a partnership and to see how we could build up a working relationship to solve these problems. Because in the end, where should the money come from? I mean, I can think of other opportunities how to get the money, but they are maybe not so acceptable, like trying to get their voluntary compliance. So I think this is the issue for the next decades. But I hope it's we solve it earlier. But definitely we should focus much more on that issue. D'abord, vous nous dites, c'est quoi les défis dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans? Et on pourrait dire, le 21e siècle, ça va jusque 60 ans. Et le premier défi, c'est de dire, est-ce qu'on existera toujours en 2100 en tant qu'administration fiscale? Finalement, si vous regardez bien, on est en 2020, la durée, en tout cas chez nous, de travail d'un fonctionnaire, c'est 40 ans. Donc, on a 2 générations de fonctionnaires qui vont se suivre. Et si vous regardez, moi je suis dans une génération passée, ce qui a changé, on n'aurait jamais prédit ce qui allait se passer dans les 2 générations. Donc c'est vrai, est-ce qu'il y aura encore une administration fiscale et surtout, qu'est-ce qu'elle fera demain? Les échanges de technologies et d'informations sont tellement importantes, quelle sera encore notre place? Est-ce qu'on aura encore une place de contrôleur ou est-ce qu'on aura une place de conseil, par exemple? Ça, c'est une des vraies questions qui va se poser. Est-ce que demain, l'administration fiscale ne sera pas là plutôt pour conseiller les contribuables que plutôt pour les contrôler? Alors, nous tournons vers les enjeux, les défis qui nous attendent dans un horizon de 10 à 15 ans. Et je dirais, la déclaration d'impôt est peut-être morte. Nous n'aurons plus de déclaration d'impôts. Nous travaillons plus à la base de transactions parce que la technologie se permet et je pense que le rythme de l'économie l'exige. Je dirais que les frontières n'existent presque plus. La petite et moyenne entreprise est grandement impliquée dans le travail international. Alors, qu'est-ce qui était peut-être le terrain des multinationales devient le terrain de monsieur et madame tout le monde. Alors, vraiment être plus axé. Troisièmement, le travail permanent, on voit un employeur, un déclaration, un T4 commence à arrêter aussi. On voit beaucoup de personnes qui ont plusieurs sources de revenus. Et je pense que c'est vraiment le défi des ministères de revenus de changer d'un système qui nous a bien servi au ministère et les citoyens pendant des décennies à une nouvelle réalité. Alors, je dis, ça, pour moi, c'est les grands changements que nous ferons face d'ici 10 ans.
Au niveau de la relation de confiance entre les ministères d'impôts et les citoyens, demander des gens de nous donner de l'argent n'est jamais facile. Mais nous avons la responsabilité à trouver des méthodes à rendre au moins pénible cette expérience ou idéalement la rendre facile ou au moins compris. Et je pense dans le futur, nous devons regarder les éléments que nous contrôlons. Et je parle d'excellence au niveau du service, d'être fiable, d'être respecté. Alors, d'être toujours à l'écoute. Quand je parle aux vérificateurs à l'Agence de revenus du Canada, je dis toujours, on écoute toujours les citoyens, mais on n'est pas toujours en accord. Et c'est cette nuance qui est difficile à faire comprendre à nos employés et à la population. Le fait que, oui, nous avons une responsabilité de toujours être à l'écoute, mais nous avons un rôle qui dicte qu'on n'est pas toujours en accord avec les citoyens. Vous savez, on évolue, c'est un terme maintenant qui est employé dans un monde VUCA, volatile, incertain, complexe, ambigu. Et donc l'administration fiscale belge s'est adaptée à différents niveaux. Bien sûr, c'est la base, c'est la facilitation des services rendus à la population. C'est là-dessus que nous basons aussi la confiance donnée par nos citoyens à notre administration par le développement des e-services et aussi la transparence totale de ce que nous faisons. Le but est d'avoir non seulement des e-services, mais aussi de donner la possibilité par un portail unique aux citoyens de vérifier et de voir tout ce que l'administration possède au sujet de ce citoyen. Il y a d'ailleurs une règle au niveau de notre administration, mais au niveau général, au fédéral, c'est qu'un citoyen ne donne qu'une seule fois un renseignement et l'administration ne peut pas le redemander, quelle que soit l'administration. C'est assez important. C'est quand même une obligation qui a été difficile à faire respecter, mais nous la respectons maintenant. Le grand enjeu et la grande difficulté avec l'évolution numérique, c'est qu'elle change tout le temps. Et nous devons vraiment nous adapter et avoir ce qu'on appelle la culture agile et l'appliquer à la fois à notre organisation, au comportement de nos collaborateurs. C'est pas évident pour les collaborateurs actuellement. On a la chance d'avoir une pyramide des âges assez ancienne, pas mal de collaborateurs qui ont un certain âge. Pour l'instant, nous nous posons des questions parce que les collaborateurs, manifestement, ne savent pas suivre. Donc, nous devons les redéployer. On verra bien. Il y en a certains qui ne pourront pas s'adapter. Et probablement, d'ici 10 ans, ça se sera amélioré puisque nous aurons une autre génération beaucoup plus adaptée à la numérisation. Alors, s'agissant des enjeux et des défis qui se posent à l'administration fiscale en matière de services rendus à la population, je pense qu'un des défis qui va se poser pour les administrations fiscales, c'est arriver à réduire la fracture numérique qui peut se mettre en place, puisque dans les pays développés, on peut avoir notamment une fracture générationnelle, c'est-à-dire des gens qui sont un peu plus âgés, qui ont l'habitude d'aller au guichet voir un employé pour expliquer leurs difficultés et qui ne sont pas tout à fait à l'aise avec une relation totalement dématérialisée. Cela dit, il est vrai qu'il peut y avoir des gens qui sont âgés, qui manient très très bien l'informatique et cette fracture, elle peut aussi être liée à d'autres facteurs, par exemple aux facteurs socio-économiques. Ça peut être aussi, il ne faut pas l'oublier, une catégorie de personnes qui souffrent d'un handicap. Ça peut être un handicap visuel, ça peut être un handicap auditif et qui fait qu'il faut absolument permettre l'accessibilité de tous et ne laisser personne sur le bord du chemin quand on arrive à utiliser ces technologies. En matière de contrôle fiscal, là aussi, le saut technologique à réaliser est assez grand puisqu'il faut, pour les praticiens du contrôle fiscal, il faut s'adapter à cette nouvelle forme de commerce, à la dématérialisation des échanges. Or, le contrôle des comptabilités informatisées, c'est un sujet sur lequel on travaille depuis longtemps, sur lequel on travaille au sein du CREDAF aussi, puisqu'on a eu un séminaire il y a peu de temps à Madagascar sur ce sujet-là. Le contrôle des comptabilités informatisées, c'est-à-dire travailler en environnement totalement dématérialisé, en maniant des fichiers, en faisant des extractions, en faisant du contrôle, ça nécessite un saut technologique que les vérificateurs doivent arriver à franchir. Et là aussi, peut-être que c'est
On parle en termes de génération. Il y a des gens qui ont fait du contrôle fiscal depuis assez longtemps et qui ne sont pas toujours à l'aise avec ces technologies. En matière de recherche et d'innovation, je dirais que le plus grand défi pour les administrations, et ça c'est probablement très compliqué, c'est rester dans la course à l'innovation, c'est-à-dire qu'il faut parvenir à être dans le peloton de tête et ne pas prendre des mesures au fur et à mesure en réaction à ce qui se fait, mais essayer d'aller devant, peut-être inventer des services pour le contribuable qui n'existent pas encore. Et puis aussi, probablement, là, c'est une source d'avenir la plus importante, c'est tirer parti des nouvelles technologies. Alors, je pense à l'intelligence artificielle pour faire du contrôle de masse, pour pouvoir faire de la simplification administrative. Et puis, si on veut encore aller un petit peu plus loin, tirer parti des technologies qui se mettent en place tout doucement, la blockchain pour sécuriser les transactions et des choses comme ça. Voilà, à mon sens, sur les items que vous avez cités, les défis qui se posent aux administrations fiscales pour demain et peut-être pour après-demain. Vous l'aurez constaté, les administrations fiscales font face à plusieurs défis et enjeux en matière de contrôle fiscal, de recherche et d'innovation afin de bien servir les citoyens. Vous aurez remarqué aussi à quel point il est impératif de travailler à établir et maintenir une relation de confiance avec la clientèle, les citoyens. Cette relation de confiance, c'est ce qui permet d'encourager l'attitude positive de la population en matière de conformité fiscale. Les administrations fiscales peuvent encourager l'attitude positive en matière de conformité en faisant en sorte que se conformer aux lois soit simple et peu coûteux. Donc, je suis spécialisée en TVA sur les services électroniques dus par des vendeurs étrangers et cet impôt est souvent perçu par les assujettis comme un impôt volontaire. Donc, ce n'est plus une peur des autorités fiscales qui pousse les sociétés à s'enregistrer, mais des facteurs extérieurs. Ça peut être leurs consommateurs, l'image qu'ils ont vis-à-vis de leurs consommateurs, un projet d'une introduction en bourse. Et donc, par pays, la question se pose pour ces sociétés-là, est-ce qu'on va s'enregistrer? Et généralement, notamment dans des pays où ils ont peu de ventes, ce qu'ils vont regarder, c'est est-il facile de m'enregistrer et quel sera le coût pour me conformer par rapport à l'impôt dû? Parce que dans certains cas, s'il est trop compliqué ou si le coût s'avère trop élevé, il y a également le choix pour les sociétés de cesser de vendre dans ce pays. Donc, ils seront toujours compliant, mais ils vont cesser la vente. Donc, c'est vraiment les critères soient importants, c'est que ce soit facile et qu'il y ait une bonne communication avec les autorités fiscales. Et quand je dis facile, c'est à tout niveau. Au niveau de l'enregistrement, d'envoyer une déclaration, mais également au niveau du paiement. Well, maybe just reformulate it. I think what we need is, if we want voluntary tax compliance, we need to interact in a very respectful way with our taxpayers, with the honest taxpayers. Most of the taxpayers are honest. And with those who are non-compliant, we have to apply a nice way of strict monitoring. So the first thing is we have to differentiate the population between those who somehow just not manage to comply and others who aggressively try to exploit the system. And then to get the voluntary compliance, we have to apply specific tactics to each of these groups. And if you interact with a very motivated and honest taxpayer, you have to use lots of respect and services and things like that. And if you interact with a non-compliant taxpayer, you also should be very respectful. But in addition, you should show that you really have the means to enforce the law if it's necessary. Overall, I think what's in the general perspective very important is the feeling that we are improving, that we are going forward, that our society, our public institutions constantly work to become better. And that we can prove to our citizens that, look, in the 50s, our health system had these problems and now we solved them. And you know why? Because we had the financial means to educate our society to implement these new processes or these new technologies, for example. So if people see that there is a progress to the better,
and that they were also part of it, and that their financial contributions are important for this progress, then they trust the system, and that makes everything much more easier. And everything I know tells me it also increases tax compliance. So this is one option to increase trust, to show people that it's worth trusting you because you're really doing a good job. This is somehow obvious, but we really provide evidence. Look, this is what we achieved in the last decades together as a society. This helps. And of course, also involving people much more in all kinds of processes, allowing voice. And there are many options how you can involve people in collecting taxes, spending taxes, in the tax processes. Wherever you have the opportunity to allow people to have some voice, you should use it. And if it's just about when do you have time for an appointment, this is already a first step. Oui, et la question, c'est le consentement à l'impôt des contribuables. La relation de confiance, c'est le consentement à l'impôt. En tout cas, c'est un des éléments du consentement à l'impôt. Je crois qu'il y a 4 grands points dans cet élément-là sur lesquels les administrations fiscales peuvent travailler. La première chose, elle est fondamentale, c'est d'être didactique par rapport à nos clients ou par rapport aux contribuables. De plus en plus, quand vous regardez la compliance ou le consentement à l'impôt, un des éléments clés de ça, c'est qu'est-ce qu'on fait de notre argent. Et ça, c'est un élément sur lequel, et on a déjà commencé à y travailler en Belgique, il est très important de travailler. À quoi ça sert mes impôts ? Et dans ces éléments, une fois que vous avez ancré, en tout cas dans la connaissance des contribuables ou du public, à quoi servent, vous pouvez à ce moment-là faire des opérations qu'on appelle de nudging, c'est-à-dire rappeler à vos stakeholders, à vos contribuables, voilà à quoi ça sert. Et n'oubliez pas que si vous ne rentrez pas votre déclaration, il y a quelqu'un qui va payer, et c'est la collectivité, c'est un des nudging. La deuxième chose pour amener la confiance, c'est la transparence. On vient d'un monde assez étonnamment qui était très fermé, très peu ouvert, où très peu d'informations circulaient, à un monde où toute l'information circule. L'enjeu pour les administrations fiscales, c'est de transparence. Comment est-ce que ça se matérialise ? Ben, ça veut dire que chez nous, on a commencé, on met le dossier fiscal du contribuable en ligne. Tout ce qu'on a sur un contribuable, le contribuable peut y accéder. Et ce n'est pas qu'un thème ou des mots, on l'a fait il y a quelques années. Vous savez que les échanges d'informations se sont très très fort approfondis et agrandis entre les administrations fiscales. Et chez nous, il y a 2-3 ans, la question s'est posée, c'est de dire est-ce qu'on met les fiches qu'on a des administrations fiscales étrangères à disposition des contribuables ? On a eu un débat, mais que je n'ai pas laissé longtemps mûrir en interne, qui est de dire « Ah ben non, c'est la peur du gendarme, les contribuables ne sauront pas les informations qu'on a sur eux, donc on va leur dire que peut-être qu'il y a quelque chose, mais on ne va pas leur montrer. » Et on a dit non. Chaque fois qu'on a une fiche, on la met à disposition du contribuable. Donc transparence. Le troisième point, c'est la protection de la vie privée. Le contribuable doit savoir que sa vie privée est protégée. Ça veut dire que toute action qu'on fait sur les données du contribuable doit être justifiable et justifiée. On trace ça dans nos applications. C'est très important aussi, quand un contribuable est contrôlé, il doit savoir pourquoi il est contrôlé et sur quelle base. Ce n'est pas un contrôleur qui a décidé sur une intuition, ou pas uniquement en tout cas, qu'on allait contrôler les contribuables. On doit pouvoir objectiver pourquoi le contribuable a été contrôlé et dans quelle mesure il était dans tel groupe cible et que ce risque-là en particulier qui était plus important, qui a généré un contrôle. Et le dernier point, en fait, qui est un enjeu pour les administrations fiscales dans la relation de confiance, c'est de dire quel est le rôle qu'on va jouer en termes de conseil ou d'anticipation. En Belgique, vous avez un système, je ne sais pas si vous l'avez dans d'autres administrations fiscales, qui est le système du ruling, des décisions anticipées, où un contribuable peut aller contacter l'administration pour dire « Tiens, je vais faire telle opération, est-ce que c'est correct ou pas ?» Si l'administration dit oui, alors après, on ne contrôle plus simplement le respect des conditions qui étaient prévues. Ça, c'est prévu essentiellement pour les entreprises, mais je vous en parlais tantôt, c'est de dire ce rôle de conseil de l'administration fiscale-là, dans le cadre de la confiance du citoyen, mais aussi du rôle des services publics par rapport aux contribuables, là aussi, il y a une grande réflexion. On le fait, je l'ai dit, par rapport à l'anticipation au conseil, on le fait par rapport aux décisions anticipées, mais nous aussi,
on utilise ce qu'on appelle des actions CRM, où anticipativement, avant que le citoyen doive rentrer sa déclaration, on l'avertit qu'il a fait un acte qui va générer éventuellement de l'impôt à payer. Quand un contribuable vend un immeuble particulier, on lui dit « vous avez vendu tel immeuble, ça fait 5 ans que vous l'aviez acquis, et donc on pense que dans votre déclaration, il serait peut-être intéressant de vous attarder sur ce point-là, parce qu'il n'est pas impossible que vous deviez payer de l'impôt. » Je crois que la plus grosse influence qu'une administration fiscale puisse avoir, c'est que le public ait confiance en elle et que le public soit convaincu, les contribuables, de l'utilité de la contribution qu'ils apportent. Parce que cette contribution-là ne va pas à un État qui est diffus et flou. Non. L'État, c'est une machine, et l'administration fiscale, c'est une machine qui permet de redistribuer des montants qui ont été perçus. Si ça est pris en compte et compris, alors on a gagné. Pas que l'administration fiscale, la société. Vous voyez, et je termine par là, parce que je ne pouvais pas m'empêcher. À l'heure actuelle, pour le moment, on s'est rendu compte avec la crise de l'importance de l'État, qui a besoin d'être là, qui est le seul qui peut être là pour mobiliser des ressources importantes et les mobiliser vers les besoins immédiats, ici en matière de santé publique. Et évidemment, il faudra financer ces besoins-là. Et ça, c'est l'impôt et les cotisations sociales qui le financeront. Mais l'approche est basée aussi sur l'approche client. Je sais que certaines administrations fiscales abandonnent peut-être ce terme, certains pays ne l'utilisent pas, mais nous sommes un service public, nous sommes à la disposition de nos citoyens. Et donc c'est à nous de répondre à leurs demandes, à leurs préoccupations. Bien sûr, ceux qui transgressent la loi ou ceux qui ne sont pas, qui fraudent même la loi, mais c'est ceux-là qu'on va contrôler. Mais le citoyen de lambda, le citoyen de base, eh bien, on va l'aider au maximum à remplir ses obligations fiscales, on va le rendre beaucoup plus simple. Et bien sûr, l'informatisation est à la base de cette simplification par l'accès par le portail unique, l'accès à tous nos services, l'accès à toute une série de choses qui peuvent se faire en se basant sur notre système, notre canal principal et le canal que nous voulons absolument développer, qui est le canal numérique et le self-service. Un autre exemple de possibilité d'encourager la conformité fiscale, c'est aussi la possibilité, grâce à ces technologies, d'être plus réactif et de s'adapter plus rapidement aux événements de vie du contribuable. À partir du moment où le contribuable a le sentiment qu'il est écouté et compris, je vais dire en temps réel par l'administration fiscale, je pense que plus son niveau d'adhésion à l'impôt et de conformité est fort, puisqu'il se dit « je suis en train de payer ma juste part, on tient compte du fait que mes revenus ont baissé ou que j'ai eu une difficulté », ou au contraire que mes revenus ont augmenté et on ne va pas m'envoyer quelque chose de très lourd à payer dans 6 mois ou dans 1 an, mais immédiatement on me dit « attention, votre impôt va monter », ça aussi c'est un facteur d'encouragement de la conformité. Plus largement, à partir du moment où on a des outils qui permettent d'avoir un échange en temps réel avec l'administration, ça permet d'améliorer le dialogue et la confiance mutuelle. C'est-à-dire que l'objectif, c'est aussi de faire comprendre aux contribuables que l'administration fiscale n'est pas là pour attendre qu'il commette une erreur pour pouvoir ensuite la rectifier et, si possible, lui infliger des pénalités, mais bien au contraire, elle est là pour avoir un dialogue en temps réel avec lui, si possible constructif, et, je l'ai dit tout à l'heure également, en lui permettant de corriger spontanément ses erreurs le plus rapidement possible. Voilà. Après, on est sur des choses qui dépassent un peu les technologies, qui sont basiques mais qui sont très fortes. C'est la simplification de la législation, c'est la possibilité de trouver des compromis avec le contribuable plutôt que se trouver confronté à des contentieux qui sont longs et incertains. Quand vous avez par exemple une entreprise importante qui exerce dans un pays et qui a une problématique qui vise des sujets lourds, par exemple des sujets de prix de transfert ou de localisation de bénéfices, il est évident que si cette entreprise doit attendre 5 ans
6 ans, 10 ans, 15 ans pour avoir le résultat du contentieux, pour savoir si oui ou non elle a raison, c'est très compliqué pour elle de se positionner en termes d'investissement, par exemple. Voilà. Donc, la conformité, elle vise bien entendu les particuliers, elle vise des entreprises. Et là aussi, ces nouvelles technologies sont probablement un facteur qui permet d'encourager le dialogue. Et quand il y a dialogue, il y a augmentation du civisme, c'est évident. Je trouve ça inspirant d'entendre M. Niel, qui a effectué l'ensemble de sa carrière dans l'administration fiscale française et qui œuvre maintenant dans la coopération fiscale internationale, nous parler de confiance mutuelle. Il me semble que ça augure bien pour l'avenir. Un des mots que l'on entend sur presque toutes les tribunes actuellement, c'est le mot innovation. Plusieurs experts nous ont d'ailleurs mentionné le besoin, voire l'impératif pour les administrations fiscales d'innover. Et dans un environnement aussi changeant, comment les administrations fiscales peuvent-elles assurer un leadership en innovation? Eh bien, on a posé la question aux experts. So you've got a number of perspectives around innovation for the tax agencies. I suppose, first of all, looking at it internally, you're saying, what can we do to be more innovative? And the reality is that nobody wants to talk to the tax agency. So the innovation really revolves around automation. What can we do to automate things so that it becomes as seamless and simple and has required as little interaction as possible? And that's been a goal for generations of tax agencies, and they have been relatively successful at it. But as we discussed, the expectations are changing. They're changing in terms of people want things in real time and with immediate certainty. So the innovation is going to be, how can we do that? And then you're still obviously going to require some human contact when things go wrong, and that's going to always be there. But the goal for innovation really in this area of work is around automation. What can we do to automate? C'est certain que pour devenir de meilleurs leaders, les administrations fiscales, je crois qu'ils peuvent regarder d'autres entreprises au niveau international qui peuvent être peut-être plus agiles, disons-les comme ça. En fait, je crois que il y a différents processus qu'on voit déjà qui commencent à être intégrés dans certaines de ces administrations-là. Justement, l'utilisation un petit peu plus de l'agile, d'avoir des groupes de travail un petit peu plus petits, d'avoir en fait des formules d'hackathon où on peut avoir des petites périodes pour faire réfléchir, bouillonner différentes idées. Au niveau interne, il y a beaucoup d'expertise qui est là, qui est peut-être mal utilisée. Sans reproche, en fait, mais c'est souvent le cas. En fait, des fois, on fait juste changer certains processus, donner un 4 heures par semaine pour proposer des idées, être un petit peu plus à l'écoute des gens qui sont sur le plancher des vaches, disons-le comme ça également. Mais peut-être qu'il y a des processus qui sont bien compris de l'interne, mais qui pourraient être évolués ou mieux adaptés. Sinon, c'est certain que d'inclure sur le volet externe, d'inclure, on le voit avec les institutions financières, de plus en plus, ils incluent des petits joueurs, des jeunes pousses dans leur réflexion, dans leur table à dessin. Je crois que l'État serait gagnant d'avoir des formules pour inclure ces joueurs-là, qui souvent sont extrêmement connaissants dans un domaine pointu. Alors, des fois, ça peut faciliter, accélérer, diminuer l'effort de travail par rapport à la veille stratégique, par rapport à la compréhension. Donc, c'est vraiment des vecteurs de facilitation pour ces administrations-là. Donc, c'est un tout, en fait, l'innovation, la transformation numérique. Faut bien saisir les nouveaux modèles d'affaires, il faut bien saisir ce que ça implique au volet légal. Donc, encore une fois, je crois que c'est d'avoir les bons participants autour d'une petite table, d'avoir pas trop de chefs, puis d'accélérer ces réflexions-là. C'est beaucoup trop simple de dire que l'innovation, c'est la clé de la future. C'est évident, beaucoup de personnes en parlent, mais quelles sont les décisions concrètes que les gestionnaires ont à prendre? Pour moi, certainement, c'est le pourcentage d'efforts. Pour une vraie innovation, on peut avoir un lapsus de 4 ou 5 ou 6 ans avant qu'on voit un résultat. Demander à une population d'attendre 4 ans avant d'avoir une amélioration, c'est un peu lent. Alors, un défi et une zone de contrôle, c'est quel pourcentage de nos efforts à mettre sur une amélioration marginale d'année en année et quel pourcentage de nos efforts de réserver pour vraiment des changements plus drastiques, mais sur plusieurs années.
c'est pas nécessairement de compétitionner avec le secteur privé, mais c'est plutôt de s'adapter. Alors, dorénavant, nous cherchons beaucoup plus à comprendre qu'est-ce que le marché privé peut faire pour nous et les amener, les intégrer dans nos processus d'affaires au lieu d'essayer de duplifier ou compétitionner avec les innovateurs du secteur privé. Au niveau de l'innovation, c'est vraiment facile d'être excité. Il y a tellement de possibilités. On voit de meilleures pratiques à l'échelle globale, au secteur privé et aux fonctions publiques. Mais une chose à rappeler, on n'a pas d'investisseurs pour prendre le risque. On travaille avec l'argent des citoyens. Alors, parfois, c'est plus sage de laisser le marché vraiment régler une situation, laisser une technologie être prouvée ou établie, puis ensuite arriver. Pour nous, à l'agence, fréquemment, c'est de se joindre en partenariat avec des joueurs de l'externe ou de regarder des modèles, le Revenu Québec ou d'autres pays qui ont déjà essayé une approche innovateur. Au niveau de l'innovation, puis de démontrer un certain leadership aussi, encore, c'est de ne pas s'éloigner de nos principes de base. Le service téléphonique, par exemple. C'est très bien de penser au service en ligne et d'espérer que la population se dessert elle-même à travers nos services en ligne. Mais l'être humain, surtout quand il s'agit de grosses monnaies, de beaucoup d'argent, a parfois besoin d'un contact humain et un voix humain. Alors, je pense qu'une piège qu'on peut tomber, c'est de penser que quelque chose comme le contact en personne, des réunions en personne, ou un contact téléphonique peut être complètement éliminé. Alors, pour nous, c'est de vraiment trouver comment offrir des services innovateurs pour ceux qui s'intéressent. Et on peut parler de services en ligne, on peut parler de la facturation numérique, etc. Mais aussi ne pas laisser en arrière ceux qui désirent une certaine interaction humaine qu'on peut penser à la vieille méthode. Et encore, il s'agit de bien gérer plusieurs options et d'offrir des options aux citoyens et aux entreprises. Et encore là, le piège avec l'innovation, c'est de penser qu'une solution innovateur va servir tout le monde. Et c'est plutôt comprendre ces segments de clients et d'aligner l'innovation pour certains des secteurs et essayer de ne pas laisser des citoyens ou des entreprises en arrière. Pour une administration fiscale, vous devez, me semble-t-il, être toujours au milieu du gué. Vous avez les leaders, qui sont les grandes entreprises, qui numérisent et informatisent leurs processus, qui sont déjà dans le digital, et puis des petites entreprises qui n'y sont pas nécessairement. Et donc, nous, on est aussi un lien. Vous pouvez travailler sur les blockchains, vous allez travailler avec 3 entreprises au Canada, une seule en Belgique et peut-être 2 aux États-Unis, et encore. Mais l'important, c'est d'être en phase. Et on peut être un accompagnateur et à travailler, comme on le fait avec le secteur financier, en disant on travaille ensemble encore pour avancer et pour construire des blocs qui soient solides, sans nécessairement avoir la volonté, à mon avis, que l'administration fiscale soit le premier de la classe. Parce que le premier de la classe, ça coûte très très cher. Tout le monde n'est pas Tesla. Et nous nous reverrons dans 10 ans pour voir si c'est Tesla qui va gagner la course. Je ne peux pas citer de l'entreprise. Ou c'est un gros constructeur qui va revenir rechercher tout. Et donc, pour les administrations fiscales, encore une fois, en utilisant les deniers publics au mieux, l'important, c'est d'être en phase et d'être une courroie de transmission qui est attentive, qui a une veille technologique et qui, quand la technologie est suffisamment mature, est apte à s'intégrer dans le changement technologique. Comment pouvons-nous nous améliorer encore, notamment au niveau des processus? D'abord, en ayant des processus, c'était quelque chose que nous avons acquis il y a quelques années, qu'on n'avait pas précédemment, mais c'est les rendre au maximum lean. Je pense au maximum lean et au maximum digital. Là, il y a encore du travail. Pour les processus externes, c'est le portail unique. Ça, c'est évident de pouvoir faire suivre chaque interaction par le citoyen, toujours en pensant aussi, et c'est important, à la fracture numérique qui existe toujours, avec des alternatives à prévoir, de préférence par téléphone. On a un modèle CRM qui est basé sur le modèle de l'OCDE, mais toujours prévoir aussi que pour l'instant, une partie de nos citoyens ne sont pas encore adaptés à l'évolution numérique.
Alors bien sûr, on est en train de tester toute une série d'innovations, mais là c'est encore des débuts, notamment l'intelligence artificielle pour les interactions avec les citoyens. On a un pilote qui est en cours. On a une étude sur les chaînes de blocs aussi. Donc, nous avons toute une série, mais il faut s'adapter. C'est une adaptation, c'est le grand défi aussi de la numérisation. Je ne vais pas dire toujours avoir une ardeur d'avance, mais en tout cas, essayer de suivre cette évolution numérique qui est exponentielle. Donc, en ce qui concerne l'innovation, l'innovation pour les administrations fiscales, c'est probablement cette suppression des travaux de masse qui reste quand même à faire à certains endroits, puisque pour le moment, on a un peu procédé par grandes chaînes de travail, mais il reste parfois des ruptures de chaînes qui font que tout ça n'est pas complètement informatisé, ou bien tout ça n'est pas complètement fluide, ou reste dans des silos qui sont étanches pour le moment et qui ne communiquent pas entre eux. C'est probablement aussi un gros travail sur le recentrage sur des tâches à forte valeur ajoutée pour les personnels. Et là, il y a des sujets de conduite du changement derrière, il y a des sujets de formation, il y a des sujets de recrutement, puisque si demain on veut faire de la data science dans les administrations fiscales, les data scientists, pour le moment, il faut les trouver, mais peut-être que demain, l'administration fiscale, il va falloir qu'elle les forme, puisqu'on a tous des écoles de formation dans les administrations pour des gens qui veulent nous rejoindre et qui veulent nous rejoindre quelquefois pour une carrière longue qui peut durer 20 ans ou 30 ans. Donc, on a des enjeux de conduite du changement, d'adaptation des recrutements et de formation qui sont très, très importants. Et puis, si on va encore plus loin, il y a probablement des choses qui sont à faire sur un certain nombre de sujets, par exemple la détection précoce des difficultés des entreprises, par exemple aussi la détection précoce des contribuables qui vont poser des problèmes en termes de déclaration ou en termes de paiement, en les identifiant très tôt et en analysant leur comportement. Donc il y a des choses qui sont en matière d'innovation probablement devant nous pour utiliser à plein ces nouvelles technologies. Nous avons récemment dû nous conformer aux règles à Taïwan concernant les factures et notamment le numéro IGUI, qui est un numéro de loterie qui doit apparaître sur celle-ci. Donc, ce n'était pas simple et ceci va à l'encontre de ce que j'ai dit précédemment, la nécessité de simplification. Cependant, je trouve cet exemple très intéressant quand on regarde l'histoire de ces règles. Ces règles ont été introduites dans les années 50, donc ils étaient vraiment leaders. Et donc, c'est un système de loterie qui pousse le consommateur à demander une facture. Cela réduit donc les ventes non déclarées et aussi les consommateurs sont tellement habitués à cette règle qu'ils n'hésitent pas à contacter les autorités fiscales s'ils ne reçoivent pas une facture avec ce numéro. Cela veut dire que, en pratique, les consommateurs sont des auditeurs et n'importe quel consommateur agit pour les bienfaits des autorités fiscales. Donc, c'était vraiment intéressant à voir comment ces règles ont été introduites et également l'histoire de ces règles. Dans d'autres pays, les déclarations sont pré-remplies avec les informations à la disposition des autorités fiscales. Et c'est des petits détails, mais ce qui est appréciable, c'est que, c'est un gain de temps précieux pour l'assujetti, mais aussi, ceci réduit le risque d'erreur. Et ça peut être des informations basiques comme une adresse ou un numéro de téléphone. Si ces informations sont pré-remplies, ça sauve un temps précieux. Sinon, en Australie, il y a un portail citoyen via une application mobile qui permet une meilleure compréhension en live, si on veut, de nos interactions avec l'administration fiscale. Je ne me souviens pas exactement du nom, je crois que c'est Mobile Centric, l'application. Mais on voit qu'il y a une volonté d'aller de l'avant, d'aller mieux lier les services, le canal de distribution numérique, de faciliter l'expérience utilisateur. Donc, un portail citoyen sur le mobile. Il y a également d'autres endroits où on voit la possibilité d'avoir des factures numériques, d'avoir du e-invoicing en fait, d'avoir également des attestations de paie, donc d'avoir des paies qui sont transmises en temps réel versus des paies qui sont transmises, par exemple, ici, une fois par année.
Donc, il y a différentes administrations qui évoluent sur différents vecteurs problématiques, si on veut. Encore une fois, il faut bien cibler les problèmes. Il faut comprendre les opportunités, mais également, il faut investir dans des problèmes. Other examples of innovation you've seen would, I suppose, be in the service layer, the successful adoption of voice bots to literally take a taxpayer's call. So the taxpayer rings on their telephone and the voice bot talks to them and successfully addresses their concerns. We've seen that done in my home country of Ireland, where if taxpayers ring seeking to know about a tax clearance certificate, which essentially allows them to apply for various jobs and licenses and other forms of business, they can conduct all of those interactions with a bot over the phone. They can apply for it. They can see why it was refused. They can make adjustments and amendments to it. Everything is completely automated. That's remarkable, and that it can be done in a conversant manner where people are literally just talking. There's no answering of a menu of items. It's literally talking. The bot understands and talks back. And you're seeing a similar kind of interaction happening in the written space in somewhere like Finland, where similar bots have been put in place from a written perspective. When we look at some of the agencies that have introduced these bots, we've seen very dramatic reductions in the contacts that come through the call center. And I can think of one US state where we've had a 30% fall in the contacts at the call center as a result of the introduction of various bots to deal with the more common forms of interaction from the taxpayer. So hugely impressive innovation, and always done in those cases in very short periods of time, months, not years, to achieve those kinds of results. Alors, au niveau de l'innovation, oui, il est évident que nous aidons au maximum le citoyen. Le citoyen va trouver toutes les informations dans une déclaration pré-remplie. Il va aller sur notre site, il va trouver toutes les informations que le fisc connaît sur lui, et c'est-à-dire chaque année de plus en plus. Nous avons un maximum de déclarations, ce que nous appelons des propositions de déclarations simplifiées, c'est-à-dire que nous soumettons aux contribuables un projet de déclaration, et s'il n'y trouve rien à dire, eh bien, il est automatiquement, l'impôt est calculé et la note lui est envoyée. Certainement, au niveau de l'économie numérique, il y a des éléments clés que nous regardons de près, surtout la facturation numérique. Que plusieurs pays ont adapté, qu'on voit prendre l'élan à l'Europe. Et nous voyons dans un système de facturation électronique que le fardeau est réduit pour les contribuables et aussi l'observation est rehaussée. Alors, nous mettons beaucoup d'efforts à voir comment que le ministère du Revenu fédéral pourrait s'intégrer avec les systèmes de facturation numérique, comme j'ai mentionné, afin de réduire le fardeau et aussi agir plus en temps réel et avoir l'information en temps réel, peut-être régler les différends avant qu'ils s'accumulent avec les délais qu'on voit avec la production de déclarations. Alors, je dirais vraiment pour nous, c'est prometteur la facturation numérique. S'il y a un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre au cours de la dernière année, eh bien, c'est la pandémie. Pour les administrations fiscales, ça a créé d'énormes défis alors qu'il leur fallait continuer à assurer leur mission tout en voyant à appuyer les citoyens, et ce par la mise en place de programmes d'aide. Alors, quelles conséquences à long terme est-ce que la pandémie aura sur les administrations fiscales? Alors, les conséquences du COVID en Belgique, mais nous les avions, si je peux dire, déjà anticipées, puisque tous nos fonctionnaires ont un ordinateur portable, ils ont tous un smartphone, ils ont des connexions directes de chez eux sur les applications, des connexions sécurisées, et ils connaissaient déjà le télétravail. Et donc, ce que nous allons connaître, donc nous avons une administration qui a continuer à fonctionner sur cette base-là. Mais nous venons de faire déjà deux sondages au sein de nos administrations et nous allons manifestement vers une administration où l'on va perdre la notion de lieu de travail, où le lieu de travail pourra être un peu partout chez soi, ce qui correspond aussi à nos objectifs où nous avons des systèmes de basket qui permettent de faire traiter un dossier, quel que soit l'endroit où se trouve le fonctionnaire et sans voir aussi la territorialité de la compétence. Donc nous allons vers une administration qui sera probablement basée sur le travail à domicile, sur les réunions numériques
et sur une nouvelle manière de travailler aussi au niveau des contrôles. Beaucoup de contrôles se faisaient sur place, notamment. Encore des visites sur place. Maintenant, nous avons entamé des contrôles via des visioconférences. Nous avions l'habitude d'avoir quelques cas de télétravail, en moyenne 1 jour par semaine. Maintenant, on va monter probablement beaucoup plus haut, 3 jours, 4 jours peut-être. Mais il y a tout le rôle du dirigeant, naturellement, qui devient totalement différent. Il faut diriger à distance, former à distance aussi. Les formations digitales, on en a lancé, ça fonctionne bien. Il faut que les gens s'habituent aux réunions virtuelles, mais il faut qu'ils se voient aussi de temps en temps. Je sens qu'on est en train de connaître un peu la limite du système total que nous vivons maintenant. On a réintroduit une certaine présence physique, mais on est en train de réfléchir comment est-ce qu'on va s'organiser dans le futur pour que les gens puissent se voir peut-être 1 fois par semaine, pouvoir faire des contrats de gestion de service entre eux en disant on est tous là tel jour ou on fait ceci comme ça et on se voit de temps en temps. Parce qu'on a quand même tendance à voir que les gens qui sont en télétravail tout le temps ont tendance peut-être à se replier sur eux-mêmes et à ne répondre plus qu'à des sollicitations, alors que nous les connaissons beaucoup plus proactifs dans leur manière de travailler, avec beaucoup plus de contacts. Mais dans l'ensemble, on a quand même une belle expérience du télétravail qui fonctionne bien. Un des premiers, c'est de nous rappeler que vraiment, on a des organisations basées sur des personnes et des personnes qui sont capables du meilleur quand on leur offre l'opportunité. Et avec le travail à distance, puis avec des changements qu'il a fallu mettre en place excessivement vite, nous avons fait confiance à nos propres employés et ils ont vraiment pleinement mérité cette confiance. Et je pense, dorénavant, c'est vraiment cette relation de confiance avec les employés et leur laisser la marge de manœuvre de vraiment s'exprimer parce qu'ils peuvent. Un deuxième élément, c'est vraiment l'idée de réagir vite. L'Agence fédérale, nous avons mis en œuvre des programmes dans 3 semaines, quelque chose qui aurait pris 18 mois. Et dans notre pensée historique, c'était un travail de 18 mois. On l'a fait dans 3 semaines. Alors, je pense que cette question de rythme et d'agir plus en temps opportun est quelque chose qui va rester avec nous. Un troisième élément, c'est avec cette question de rythme, c'est aussi de lancer un programme ou un changement sans qu'elle soit être perçue comme parfaite et de lancer et l'améliorer en avançant. Alors, quand nous avons lancé la prestation salariale, nous avons apporté des améliorations hebdomadaires suite à le lancement. Auparavant, nous aurons pris 2-3 ans à essayer de la rendre parfaite avant de la lancer. Alors, je pense que cette idée d'aller de l'avant puis améliorer une fois lancé, c'est un autre changement assez stratégique pour la fonction publique que la pandémie a vraiment poussé. Mais ce qui ne va pas changer, j'espère en tout cas, c'est les relations humaines et la gestion des relations humaines entre collègues et avec les entreprises. Donc, tout peut changer. Ce n'est pas nouveau. L'impôt existera toujours. Comment on le percevra, avec quelle personne et quelles compétences, les compétences changeront. Mais même si le changement est rapide à ce niveau-là, les ressources internes des administrations sont suffisantes pour absorber ce choc-là. Il ne faut pas être optimiste à l'excès, mais il faut être confiant. Et de notre côté, dans notre administration, je suis assez confiant. Pourquoi ? Parce que je vous l'ai dit. Parce qu'on est en train de restructurer très fort notre administration en de dire, mais finalement, la connaissance, elle n'est plus verticale, elle ne vient plus du haut et s'exporte vers le bas. On est en train de changer de modèle en disant, la connaissance, elle est en bas, elle est discutée en bas. On prend les éléments, on prend les idées, et puis après, évidemment, on confronte ces éléments-là aux ressources et aux ambitions stratégiques. Mais si vous partez du principe que l'intelligence collective est plus importante que l'intelligence individuelle, si vous partez du principe que la cogestion, même dans une grande administration, pour autant qu'elle soit cadrée et qu'elle soit comprise et que les limites soient comprises, ben c'est un modèle c'est le modèle le plus efficient. Alors que vous n'avez pas très peur de la transformation. La seule chose dont vous pouvez avoir peur, si c'est un mot qu'il faut avoir, c'est quel sera l'état des relations humaines, parce qu'il y a quelque chose qui est certain
certain, c'est que si chaque individu travaille pour lui dans une organisation et fait juste ce qu'on lui demande, alors la créativité de l'organisation va disparaître. Yeah, I think concerning the financial problems that many people now face because of Corona, we have to consider that many now want to get back the money via tax cheating and also black labor. So now people lost their job, their businesses. Maybe they moved to an unemployment status and still continue working. Somehow, of course, you all can understand that, but we just have to take care that this is not becoming a habit and that we soon get them back. Now it's crisis, okay. Many people struggle to survive, but we have to take care that this kind of individual survival mode is not going to be a habit, and that we soon can motivate these people to start contributing to the common good again. Maybe also by showing how we use the money to help them. But of course, they have to believe us. And at the moment, conspiracy theories are pretty popular. So it's for sure not easy to make a communication that is believed by many. Telling them the state is really using the money in a good way. I don't know but if you manage to tell a story that people can believe, you should try now to tell people, look, because of the tax contributions of our community in the past, we now can afford to help all of these businesses and to pay out all of this money. Because then people think, okay, I got something and at a later stage I will return. So it's a form of reciprocity that you can build up. But it's tricky. At least we should not just think that people's tax compliance is unaffected by this crisis. It's affected, and somehow we should react to it. So tax authorities will have to face a number of significant challenges as a result of the pandemic. Right now, they've been remarkably successful, as we said, in terms of addressing the support the government requires. But at some stage, they need to also address the question of tax collection, and there are a number of businesses that are under threat as a result of the pandemic. Tax agencies have quite deliberately been very soft glove in this regard over the course of the pandemic. But at some stage that has to be addressed, and we have to work through which businesses are viable, which businesses aren't. And unfortunately, from the tax agency's perspective, they're often at the cutting edge there because they are the ones who seek payment for tax, and if the payment doesn't come, the business is declared bankrupt. So there's a tough stage coming up for tax agencies to address that. It's necessary because other businesses are paying tax, and those businesses aren't. Ultimately have to be stopped, and that will happen. But getting that balance right in a scenario where people are struggling through no fault of their own is tricky, and that's something agencies have to deal with. In the longer term, what we've seen as a result of COVID-19 is a change in expectations in terms of the speed that agencies should be able to do things, a massive increase in the digitalization of the economy, a change in the shift within the economy from an economic perspective, where a lot of bricks and mortar activity is slowed and a lot of digital activity has increased very dramatically, very, very, very quickly. That poses questions around the tax space and how tax agencies want to address tax. We will see what happens in that regard, but I anticipate we will see new taxes emerging and new forms of engagement between the tax agencies to support those taxes. And then obviously, for as long as the pandemic remains in place, we're going to be working remotely, and that creates challenges as well for tax agencies and indeed for taxpayers. Depuis le début de cette présentation, on parle beaucoup de changements et force est d'admettre que le changement, il y en a encore beaucoup à l'horizon pour les administrations fiscales. Alors, dans ce contexte, qu'en pensent les experts interviewés? Ont-ils confiance en l'avenir? Alors, j'ai vraiment confiance en l'avenir, et ce que j'ai pu voir, et pas uniquement maintenant durant la pandémie, mais depuis que je me consacre sur ces questions depuis 2013, c'est que les autorités fiscales ont évolué. Maintenant, beaucoup plus de choses sont faites en ligne, enregistrement en ligne, déclarations simplifiées, notamment quand il s'agit d'uniquement payer de l'impôt, et il y a beaucoup plus de confiance entre les autorités fiscales et les assujettis.
Avant, on aurait pu dire que c'était une relation de conflit. Maintenant, dans les règles, en tout cas, quand les paiements sont faits par des vendeurs étrangers, il y a vraiment cette idée de travailler ensemble pour arriver avec un bon système qui permet que tout le monde soit content, que les autorités fiscales perçoivent l'impôt, que les personnes locales soient satisfaites puisqu'il n'y aura plus de distorsion de concurrence avec les vendeurs étrangers, mais également avec les vendeurs étrangers qui ont ce besoin de simplification parce qu'ils doivent plus se contenter de répondre aux questions fiscales d'un pays, mais aujourd'hui, en termes de TVA, c'est plus de 70 pays. Donc, c'est un vrai changement, un vrai shift, mais les autorités fiscales également jouent le jeu parce qu'elles suivent les recommandations de l'OCDE. On a des consultations avant que les lois soient mises en place et de la simplification. Québec était l'un des premiers pays à permettre un paiement en monnaie étrangère. D'autres pays l'ont fait depuis, comme le Chili qui a introduit ces règles en juin dernier. Donc, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus et c'est vraiment appréciable. Le rôle va probablement, le rôle de l'administration fiscale va probablement changer. J'ai confiance dans son rôle, mais il va profondément changer. Je vais oser quelque chose, je vais le dire. Est-ce que notre administration fiscale existera encore dans quelques années? Certaines fonctions probablement auront disparu. La machine sera beaucoup plus présente certainement pour le contrôle fiscal. Mais le service aux citoyens, bien sûr, on va le numériser, mais le service aux citoyens restera un service aux citoyens et nous aurons quand même une administration fiscale physique, je vais dire, qui sera derrière. Maintenant, dans 20 ans ou 30 ans, je n'en sais plus rien. Mais bon, ça sera l'évolution de la société. On va voir un peu si suite à cette pandémie, peut-être, il y aura un frein d'une certaine évolution, peut-être, ou un changement d'une certaine mentalité vers peut-être un monde moins frénétique, plus écologique, peut-être, ou on verra. J'ai clairement confiance en l'avenir. Je pense que on évoque l'administration fiscale du 21e siècle. On l'a évoqué plusieurs fois déjà, mais c'est vrai que l'administration fiscale du 21e siècle, c'est probablement une administration qui est en train d'évoluer très fortement, qui est en train de devenir plus souple, plus agile, moins tournée vers elle-même, mais beaucoup plus vers le contribuable particulier, mais aussi l'entreprise, qui a conscience qu'elle s'insère dans une chaîne économique, qu'elle n'est pas là pour ralentir cette chaîne, mais au contraire pour lui permettre de fonctionner le mieux possible, pour créer de la richesse et pour créer des recettes fiscales. Donc j'ai un niveau de confiance très élevé dans la mesure où les dirigeants des administrations fiscales, ceux que je fréquente au quotidien, que ce soit, je l'ai dit, en Europe, en France, mais aussi dans les pays d'Afrique avec lesquels le CREDAF travaille, tout le monde a conscience que voilà, cette administration fiscale, ces administrations d'une manière générale qui sont modernes, qui sont tournées vers l'usager et qui ont des comptes à rendre en termes d'utilisation des moyens, tout le monde a conscience de ça et a vraiment la volonté de progresser et de faire ce bond en avant en s'appuyant sur les nouvelles technologies. Il me semble que l'administration demain, dans tous les cas, ce sera une administration qui travaille en réseau, sur un principe de partage de la connaissance et d'échange à des niveaux qui ne sont plus spécialement hiérarchiques, mais qui sont latéraux. I think what we really need is a platform. The best would be if it would be globally, internationally shared, and all tax administrations would contribute with their experiences. It has to be systematically, of course. So, for example, you could search for specific questions, and then the experiences of a specific tax administration would pop up. Even with a contact name, you could call. You could motivate, based on that, you could motivate tax administrations to share also failures. For example, people often they feel bad, they tried something out and then it didn't work. But that's not bad. It's something where others can learn from, because if nobody tells about it, then everyone tries again and fails, but nobody talks about it. So we should have an open knowledge sharing platform where people include all the things they know and all the things they found out work or don't work. Ideally, this would also include, of course, academic research papers
well set up so that you easily can find what you're looking for, and that this would allow us to build upon our own experiences and to constantly come up with better ideas. Eh bien, au-delà des défis à relever, les experts nous disent avoir confiance dans l'avenir. C'est rassurant d'entendre cela, pas vrai? Avant de conclure, un thème incontournable, la coopération et la collaboration internationale. Une chose à signaler, c'est vraiment que tous les pays et au Canada, les provinces s'illustrent. On choisit chacun un terrain ou une priorité et je vois d'excellents travail dans toutes ces juridictions. Vraiment, le défi, c'est on ne peut pas être le meilleur à tout, mais je trouve de plus en plus, en travaillant ensemble, à travers ce genre de sessions, à partage de meilleures pratiques, on s'apprend mutuellement. Et ça aide beaucoup. Je pense que c'est une tendance qui continue à s'élargir. On a tellement de projets nouveaux que l'on doit prendre parfois dans une grande rapidité que voir avec nos partenaires externes, les autres administrations, quelles sont leurs bonnes pratiques, qu'est-ce qu'ils ont mis en place. Nous avons de toute manière le même trajet. On constate que toutes les administrations fiscales vont vers la même évolution. Mais je pense aussi que quelque chose qui ne se fait pas beaucoup et qui doit absolument se faire, c'est partager nos échecs. C'est quelque chose d'important. Et ça, j'essaie de le prêcher. C'est pas toujours facile pour une administration d'avouer son échec et de l'expliquer, mais je pense qu'il faut être très ouvert à ce niveau-là. Et quand on se lance dans un nouveau projet de modernisation, il faut se poser la question, est-ce que ça a déjà été fait ailleurs? Pour voir la bonne pratique, mais aussi pour voir et éviter les écueils que l'on peut éviter grâce à l'expérience de nos amis d'autres administrations. Le point que je voudrais souligner, parce que c'est quand même l'essence même d'une organisation comme le CREDAF et comme les autres organisations du type CREDAF qui travaillent sur les différents continents, c'est la force qu'on a quand on travaille ensemble et quand on collabore et quand on échange. Ce qu'on va faire à TaxCoop d'ailleurs, mais ce qu'on fait d'une manière ou d'une autre, c'est quand même le fait que quand on réfléchit ensemble, quand on s'échange les meilleures pratiques, quand on discute, quand on fait part de ses progrès, mais aussi de ses difficultés, on avance beaucoup plus vite, on évite de faire les erreurs que d'autres ont fait avant nous, et puis surtout, ça permet d'être en bloc et d'avoir cet échange continu. Donc, je crois beaucoup dans cette collaboration entre administrations fiscales, entre pays, et c'est vraiment l'essence même d'une organisation du type comme le CREDAF, et c'est vraiment probablement une force pour chacun de ses membres et plus collectivement pour toutes les administrations fiscales, puisque le CREDAF a rejoint aussi une très grande organisation qui s'appelle le NTO, le Network of Tax Organization, qui vise à ce que tous les membres de chacune des organisations qui se regroupent au sein du NTO puissent avoir des échanges. Potentiellement, on est à 170 ou 180 administrations fiscales de par le monde qui permettront justement d'avoir des liens, des échanges et de progresser ensemble. Voilà. Je veux juste appuyer sur le fait que ensemble, on ne va pas moins vite, quelquefois on va plus vite et surtout on va beaucoup plus loin. Ce sont de sages paroles pour conclure et qui illustrent bien ce que Revenu Québec a voulu partager avec vous dans cette présentation. Ensemble, on va plus loin. Merci beaucoup à chacun des experts pour le temps que vous nous avez accordé et pour avoir eu la générosité de partager avec nous tous vos perspectives sur l'avenir des administrations fiscales. À tous, merci d'avoir pris part à cet événement virtuel en espérant que les propos entendus sauront nourrir vos réflexions et vos travaux au fil des prochains mois.